samedi 12 octobre matin. J'écris à mon lecteur, idéal, bienveillant et avide de justice, grâce auquel je garde la trace du temps qui passe. Je me suis couchée hier soir avec la ferme intention de prendre la plume ce matin, car il est important de consigner les événements doux et touchants lorsqu'ils surviennent. La soirée d'hier fut un beau moment. Je vais la raconter et combattrai peut-être, avec un peu de chance, la déplaisante impression que j'éprouve d'accumuler dans ces pages d'incessantes jérémiades. J'ai dernièrement évoqué ma lecture du prix de la jubilation. L'auteur y mentionnait la pratique consistant à porter son attention le soir sur les instants bénéfiques des dernières 24 heures. Je suis loin de pratiquer ainsi. Je me recueille matin et soir et dans la journée aussi quand la lassitude, l'énervement ou l'animosité grandissent en moi. Je dis le Notre Père, le Je vous salue Marie, je pense à mon enfant, absent physiquement mais toujours là, je le crois, et à mon père, puis à Simon, qui vit seul depuis plusieurs mois maintenant. Marc, Delphine et Betty occupent ensuite mon esprit, puis Roland, dont je désirerais que se renforce en son cœur le bonheur et la vitalité. Puis maman, qui souffre depuis peu d'une incroyablement douloureuse crise liée à sa polyarthrite chronique. Je m'arrête enfin sur moi, aspirant à la présence de la joie et de la vie au cours de mes jours. Mais j'avoue ne pas songer à me tourner ensuite vers la quête des beaux moments intervenus depuis le matin. Je l'ai probablement fait une fois ou deux quand je lisais le livre de Charlotte Sens, ou bien certains soirs, après une journée qui m'aura semblé particulièrement grise et pesante. Cependant, lorsqu'un événement réellement lumineux se produit, j'éprouve alors le besoin tout à fait cessante de le saisir par écrit. J'avertis toutefois mon lecteur préféré qu'il devra tout d'abord parcourir avec moi un pénible chemin, semé d'embûches, avant de découvrir le moment réconfortant que je souhaite consigner. J'écoute en ce moment les livres de la comtesse de Ségur, qui m'avaient passionné lorsque j'étais enfant. J'ai tant aimé découvrir cet été sa biographie, écrite par Hortense Dufour, que j'écoute maintenant ses romans, à très petite dose le soir, quand je suis fatiguée et qu'il me faut ranger la maison avant de gagner ma chambre. J'ai déjà écouté les nouveaux contes de fées pour les petits-enfants, puis les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, et j'aborde maintenant Les Vacances, le roman suivant de cette vaste saga familiale, campagnarde et aristocratique. S'y succèdent les aventures enfantines, les expéditions maritimes et les naufrages dans de lointaines îles habitées par des sauvages susceptibles d'être convertis. Une image m'apparaît récurrente dans les écrits et dans la vie de l'éducatrice conventionnelle, moraliste et très chrétienne que fut la comtesse de Ségur. Cette métaphore sous-jacente dans ses livres et dans son existence peut être ainsi résumée. Une route de douleur et d'épreuve doit être résolument acceptée et même choisie pour réussir à atteindre le jardin des délices. L'injonction n'a certes que peu à voir avec mes dernières péripéties, mais le rapprochement me traverse l'esprit, je le confie à mon lecteur empathique et compréhensif qui supportera, je l'espère, mes digressions du moment. Voici les faits. Mercredi matin, maman, très ennuyée, m'appelait pour me demander de l'accompagner le lendemain chez M. Dalfort, son ophtalmologue parisien. Il exerce dans le 16e arrondissement. Maman souffre d'une grave dégénérescence maculaire liée à l'âge qui pourrait la conduire à la cécité si l'évolution de la maladie n'était pas très étroitement suivie. Elle rencontre M. Dalfort une fois par mois. Il fait partie des relations professionnelles de Thibaut Destet, le mari de ma sœur aînée, qui exerce la médecine générale dans l'ouest de Paris. M. Dalfort appartiendrait même, au dire de Thérèse, à leur cercle d'amis, et il est naturellement censé, toujours selon ma sœur, être le meilleur ophtalmologue sur l'ensemble du territoire français. J'exagère, mais tel est plus ou moins le discours que j'entends de la part de maman
qui relate en cela celui de Thérèse. Maman prend donc chaque mois sa petite voiture pour gagner la porte de Saint-Cloud depuis sa lointaine banlieue sud. Elle aura bientôt 92 ans. Sa sévère polyarthrite ne lui laisse aucun répit et ce trajet mensuel représente une épreuve pour elle. Thérèse, qui suit avec son mari le dossier médical de maman, ne saurait visiblement proposer un autre praticien éventuellement plus près de Tizy. Maman est une patiente docile et disciplinée. La parole de sa fille aînée est pour elle parole d'évangile. Elle demeure en conséquence fidèle à M. Dalfort depuis de nombreuses années, en dépit de son éloignement. « Je suis désolée, me disait-elle, de te prévenir si tard. Mais j'avais oublié mon rendez-vous. Je suis incapable de conduire en ce moment. » Ma pauvre mère souffre en effet plus que d'habitude. Elle est submergée par une violente crise de polyarthrite. Ses douleurs sont en règle générale d'ores et déjà intenses et récurrentes. Elle pourrait, si elle n'était pas dotée d'un courage exemplaire, passer sa vie entière dans son lit. Elle n'assure plus, depuis la rentrée de cette année, 2 cours de catéchuménat qui furent ses dernières activités bénévoles pour la paroisse. Il ne lui reste plus que la messe. Elle s'y rend en voiture, plusieurs fois par semaine. Elle adore rencontrer chaque mardi après-midi un groupe d'amis avec qui elle chante des cantiques. Sa voiture est également nécessaire pour les rejoindre. Elle n'a assisté cette semaine à aucune de ses messes habituelles. Elle n'a pas davantage participé à sa chorale hebdomadaire. Elle reste allongée. Sa douleur a changé de nature. Après avoir souffert d'un constant mal de dos, ce sont maintenant les côtes inférieures de sa cage thoracique qui la tourmentent. Elle ne bouge plus. Prendre le volant lui est devenu impossible. Je lui ai répondu que je l'accompagnerais volontiers. Elle avait rendez-vous à 10h dans le 16e arrondissement. Mon réveil a sonné à 6h du matin. Je suis sortie en trottinette dans la nuit et sous une pluie battante pour gagner la place de Moncey et aller en métro jusqu'à la gare de Lyon où j'ai pris un train de banlieue en direction de Tizy. Je suis arrivée à 8h chez maman. Nous sommes repartis avec sa voiture. J'ai parfaitement rempli ma mission. Maman fut ponctuelle dans le cabinet de M. Dalfort. Je l'ai ensuite raccompagnée chez elle et suis repartie, trottinant à bonne vitesse vers la gare de Tizy. En attendant le train, je me suis assise quelques minutes sur l'un des bancs du quai. Un agréable rayon de soleil adoucissait l'air ambiant. Je n'avais pas pris de petit déjeuner le matin. J'ai bu une gorgée du thé que j'avais emporté dans mon thermos et grignoté un petit beurre. Le train est arrivé, je suis montée. J'ai entrepris dès l'arrêt suivant en gare de Juvisy-sur-Orge de commencer à chercher mon petit sac gris, mon 2e sac qui complète mon équipement de base, constitué par mon grand sac à main, à voile, lorsque je quitte l'appartement. Mon petit sac contient mes clés de maison, la carte vitale de Roland, la mienne, ma carte bleue, ma carte Navigo et un peu d'argent liquide. Il avait disparu. La catastrophe, plus que nucléaire, s'abattait sur l'irrémédiablement irrécupérable handicapé de la vie matérielle que j'ai le malheur d'être. J'avais perdu mon téléphone lors de mon dernier aller-retour entre Paris et Tizy. Le scandale avait sévi, créé de toutes pièces par Roland. Il ne supporte pas ce qu'il considère chez moi comme une intolérable irresponsabilité. Mon téléphone s'était volatilisé la dernière fois dans un train quelconque sur la ligne D du RER. Et à peine avais-je repris cette même ligne pour aider maman que j'égarais cette fois-ci mon petit sac gris. Je n'y croyais pas. Mon lecteur voudra bien demeurer patient et vigilant, car il me faut maintenant préciser quel était mon état d'esprit lorsque je sortis dans la nuit ce matin-là, sous une froide pluie battante. Je trottinais au plus vite. Je ne pouvais être en retard, la consultation médicale avait lieu à 10h précises. Je n'avais pas dit à maman, pour ne pas la gêner davantage, que j'avais un rendez-vous, en fait, à 7h30 ce même matin, avec un dépanneur qui venait pour la Dacia des garçons. J'avais contacté les jours précédents notre sympathique garagiste voisin. Il était passé voir la voiture sans réussir à trouver la cause de la panne. La clé de contact était peut-être déprogrammée. Nous n'avions malheureusement plus de double de clé pour confirmer ce diagnostic. Les différents doubles avaient été égarés par l'un d'entre nous, Marc, Simon ou moi-même. L'incertitude régnait sur ce point. Roland
avait inévitablement fulminé. Il ne comprenait pas notre irresponsable négligence. Il est vrai que c'était lui qui, par sécurité, avait pris l'initiative quelques mois plus tôt de commander les doubles en question. Ils avaient malencontreusement disparu du paysage familial. Le dépanneur devait donc intervenir pour emmener la voiture chez le concessionnaire Renault du boulevard de Charonne. Allant chez maman, j'avais demandé à Roland de l'accueillir à ma place. Il lui ouvrirait la porte de notre parking situé sous l'immeuble. Le garage Renault s'était engagé à diagnostiquer la panne. Le tarif de cette prestation serait de 160 € sans que le début d'une quelconque réparation fût en rien entamé. Je m'étais chargé des multiples appels téléphoniques pour mettre en relation notre assureur, le dépanneur et le garage Renault. Ce fut une éprouvante épopée. Le garage ne répondait pas. Quand il répondait, j'étais mise en relation avec des interlocuteurs immanquablement différents qui me délivraient des informations régulièrement contradictoires. J'avais résolu l'affaire en me rendant sur place, mais tout allait bien, c'était la vie, c'était normal. J'aurais moi-même conduit le dépanneur jusqu'à la voiture si je n'avais pas dû, ce matin-là, gagner Tizy. J'allais donc, mercredi soir, chercher le bip pour le donner à Roland, afin qu'il puisse ouvrir la porte du parking le lendemain matin. Je descendis paisiblement dans le sous-sol de l'immeuble, je remontais, attendu de pied ferme par Roland, puisque le matériel était en jeu. Il était donc en alerte. Il patientait sur le seuil de l'appartement lorsque, à cet instant précis, la composante, parfois mystérieuse de l'existence, choisit de se manifester. L'esprit railleur et pernicieux qui avait décidé de commencer à me poursuivre de ses assiduités frappa dès lors sans hésiter. Je retrouvai Roland, contente de moi, prête à lui tendre l'objet, qui avait disparu. Était-il tombé sur le trajet que j'avais effectué à pied entre la voiture, l'ascenseur et la porte du parking ? J'étais en effet allé vérifier que le bip fonctionnait et permettait effectivement l'accès au parking. Je refis 3 fois le même chemin. Le bip demeurait introuvable. La déflagration, due à la fureur de l'époux, s'épanouit. Ma négligence était absolument intolérable. Je m'effondrais intérieurement, je dormis mal et peu, accompagnée par une lourde et sombre tristesse, toujours prête à occuper les lieux. Tel était mon état d'esprit lorsque je partis le matin pour Tizy. J'avais, comme de bien entendu, résolu, le soir même, l'affaire du bip. Delphine, qui a sa propre voiture dans le même garage, m'avait prêté son propre bip, que Roland utiliserait le lendemain. Aucune conséquence dramatique n'était à déplorer, mais j'avais dû essuyer la bourrasque conjugale. J'avais quitté Paris, et l'esprit malin, qui me gratifiait de sa présence, avait gracieusement continué à suivre mes diverses déambulations. En témoigne la perte de mon sac, qui avait suivi de près celle du bip, et celle de mon téléphone quelques 3 mois plus tôt. J'ai éprouvé, à Juvisy, l'horrible sentiment de revivre ce que j'avais déjà vécu en juin dernier dans la même gare. Je descendis du train. Je cherchais sur Internet le numéro de la gare de Tizy. J'espérais parler à la personne du guichet et lui demander d'aller vite voir si mon sac pouvait, par miracle, être encore sur le funeste banc que j'avais occupé. Je consultai les pages jaunes et fus orienté sur la gare de Roanne. Le facétieux lutin continuait à s'amuser. Le jeu du chat et de la souris devait beaucoup le distraire. Il n'allait pas l'abandonner de sitôt. Je réitérai ma recherche numérique. La même réponse me fut confirmée. Que pouvais-je faire ? Le train que j'avais quitté n'était pas encore reparti. Je devais une fois de plus, comme je l'avais fait au printemps dernier, parcourir une multitude de longs couloirs souterrains pour réussir à trouver un train repartant vers Tizy. 3 personnes de la SNCF surgirent alors de l'escalier qui débouchait sur le quai. Elles ne manquèrent pas de remarquer mon expression décomposée.
Excusez-moi, leur demandai-je. Connaîtriez-vous le numéro de la gare de Tizy ? On ne peut pas les appeler, me répondirent-ils, compatissant à mon visible désarroi. Ah bon ? J'ai oublié mon sac à main, sur le quai. Montez vite dans ce train, me dirent-ils, il y retourne. Je n'y comprenais rien. L'esprit malin fomentait de nouvelles mystifications. Comment ce train précisément, qui m'avait déposé sur ce même quai, qui n'avait pas poursuivi son chemin vers Paris, mais qui était censé gagner la capitale, comment pouvait-il repartir en sens inverse ? Le mystère s'épaississait, des problèmes techniques sur le réseau ferroviaire, désorganisés peut-être, les trajets de banlieue. Les contrôleurs insistèrent gentiment, ils me conseillaient de repartir, ce que je fis, tout en m'assurant auprès de l'un des passagers de la destination du train. Des lignes SNCF inaugurant d'aléatoires demi-tours demeureraient à jamais irrésolues. J'arrivai à Tizy, le soleil brillait, des passagers attendaient sur le quai en direction de Paris. Je me précipitai vers le banc où j'avais apprécié ma première gorgée de thé de la journée. Sa surface était vide, aussi désolée que celle d'un iceberg dérivant au large de l'Antarctique. J'essayais de franchir les portillons de sortie pour aller voir la personne du guichet. Peut-être lui avait-on rapporté mon sac. Mais le passage m'était interdit, je n'avais plus de carte Navigo. J'étais en pleurs, sans vergogne, sans honte et sans pudeur. Les regards autour de moi ne m'importaient plus. J'étais désespérée, incapable de supporter le futur emportement de Roland. Un employé de la SNCF s'empressa de me faire passer. Connaît-on la gentillesse des gens, leur douceur et leur empathie, quand surgissent les larmes surprenantes et incongrues à la vue de tout un chacun ? J'interrogeai la personne du guichet qui n'eut bien sûr qu'une désespérante réponse à me donner. Elle n'avait rien dans ses tiroirs. Aucune âme bienveillante n'avait par miracle décidé de lui confier un petit sac gris abandonné sur un banc, et dont l'absence devait poser bien des problèmes à son ou à sa propriétaire désemparée. Je pleurais. Je m'en retournai vers le quai. Le même employé, attentif et conciliant, me permit de nouveau d'y accéder sans billet. J'appelai Simon. J'étais en pleurs. « Simon, est-ce que tu es chez toi ?»« Non. »« Ah, quel dommage. Je ne veux pas rentrer à la maison. J'aurais voulu aller dans ton appartement. » Je lui expliquai ma situation. L'abîme était sans fond, où je m'étais enlisée. « Mais non, maman, ce n'est pas si grave, voyons. Rentre normalement, ne dis rien à papa, tu referas les documents. » J'entrevis alors une faible lueur d'espoir. L'idée n'était pas mauvaise. Peut-être réussirais-je à la réaliser, peut-être Roland ignorerait-il tout simplement ma nouvelle défaillance. « Ne te mets pas dans un état pareil, » me répétait Simon. « Oui, tu as raison, je suis désolée. Je ne peux pas parler longtemps, » me dit-il. Je raccrochais, sans cesser de pleurer. Simon avait évoqué le remplacement discret des objets égarés. Je ferais comme il avait dit. Je ne dirais rien à Roland. Un train arriva. J'aurais pu le prendre pour revenir à Paris. Mais je restais. Car une idée m'avait traversé l'esprit. Est-ce que je n'aurais pas par hasard fait tomber mon sac sur les rails alors que je montais dans le train ? Il était peut-être là par terre, dissimulé à ma vue sur la voie ferrée. Je décidai d'attendre. Le train partit. Je scrutai les rails pendant de longues minutes. Elles étaient vides. Qu'avais-je donc espéré ? Je demeurais penchée sur la voie ferrée et je pleurais. « Madame, me disait-on, il ne faut pas rester près du quai. » Les gens sont décidément vraiment très gentils et bienveillants quand les larmes coulent indéfiniment sur les joues d'un visage affligé. « Oui, bien sûr, leur répondais-je, je vais m'éloigner, je regardais simplement. Si mon sac n'était pas tombé ici, mais non, il n'y est pas. On n'affole pas le monde, n'est-ce pas ? Ce serait déraisonnable. » Le train arriva, je pleurais, sans discontinuer, pendant tout le trajet. Je rentrais à la maison, préparais le repas et mangeais avec Roland. Je me disais, prostré et accablé, que Roland avait de son point de vue tout à fait raison.
Puisque l'aspect matériel de la vie était essentiel à ses yeux, il était évident qu'il aurait dû avoir pour compagne une femme parfaitement attentive aux contraintes, mesurable, objective et tangible de l'existence. J'étais incapable de me montrer telle. J'essayais pour ma part de favoriser l'échange, de communiquer, de parler, d'animer nos conversations, de nous intéresser à des sujets qui justement s'émancipaient du matériel. Nous jouions aux échecs, nous suivions sur mon initiative des cours d'histoire à la Sorbonne. J'en aurais terminé à l'avenir avec mes efforts en ce sens. Les considérations autres que le matériel le laissaient indifférent, seul comptait pour lui mon efficacité concrète et objective. Manger était une affaire d'importance. Roland aurait craint que je tombe malade si je ne m'alimentais pas suffisamment. Veiller à sa santé était selon lui une préoccupation majeure et sérieuse de l'existence. J'avais donc réintégré la maison pour déjeuner puisque les repas requéraient toute notre attention. J'avais respecté le régime de Roland en garnissant nos assiettes de légumes et d'une modeste tranche de viande. Je n'avais pas pris mon cahier avec moi, un attribut dont je ne me sépare habituellement jamais lorsque nous passons à table, afin que nous vivions ensemble un repas riche et joyeux. J'y note l'ensemble des remarques, commentaires ou anecdotes que je souhaite dire à Roland chaque jour à l'heure du déjeuner. Ainsi nous demeurons ensemble, main dans la main, sur le chemin de la vie. Mon cahier était inutile, parler n'était pas nécessaire, Roland s'en moquait. Par habitude, nous avons cependant échangé de gentils propos anodins. Je n'avais aucune envie de le gêner, ni de susciter entre nous la moindre explication. Roland n'a visiblement pas remarqué la brièveté ni le manque d'entrain de notre conversation. Je n'ai pas proposé, comme je le fais chaque jour, d'entamer après le repas notre rituelle partie d'échecs. Roland ne s'en est pas étonné. Il n'a pas plus que moi évoqué notre parenthèse ludique quotidienne. Je vais faire un petit tour avec Caporal, lui ai-je dit après le repas. Je ne le promène jamais pour cette seule et unique raison. Je l'emmène avec moi pour le rendre heureux, autant qu'il m'est possible lors de mes sorties obligées. Il sautille comme un cabri dès qu'il me voit saisir sa laisse. Mais je ne prends jamais le temps de pratiquer une balade exclusivement canine. Roland n'a visiblement pas remarqué l'originalité de ma démarche. Mon intention n'était évidemment pas de promener Caporal, mais de gagner la station Bel Air pour remplacer ma carte Navigo. Je vais faire 2 ou 3 petites choses, ai-je ensuite dit à Roland une fois de retour dans l'appartement. Je m'installai dans la chambre de Simon, qui est devenue ma pièce attitrée dans la journée depuis qu'il a quitté la maison, pour me pencher sur la question du renouvellement de ma carte vitale. Je n'étais pas rassurée. N'allais-je pas me heurter à d'insurmontables obstacles informatiques? Je me connectais sur mon compte Amélie, une expérience que je ne m'aventure jamais à tenter. Je passais 3 heures sur mon ordinateur, satisfaisant vaillamment aux exigences numériques qui ne manquèrent pas de se présenter au fur et à mesure des différentes étapes de la procédure. Je réussis même, tout d'abord inquiète, puis assez satisfaite, ainsi qu'étonnée de mes capacités, à scanner les documents justificatifs demandés. J'atteignis enfin, soulagée et quelque peu fière de ma performance, l'issue de cet inquiétant labyrinthe, tout en n'ayant pas recouru, cela va sans dire, à la moindre assistance de la part de Roland. Je dus ensuite faire de même avec sa propre carte. Contrainte d'accéder à son compte Amélie et de transmettre une copie de ses papiers d'identité, je lui révélai que j'avais perdu nos 2 cartes vitales. Je me gardais d'évoquer les autres disparitions et aujourd'hui, samedi, 2 jours plus tard, sa carte est effectivement, grâce à mon intervention, en cours de fabrication. J'ai dû, ployant sous l'anxiété, effectuer cette commande sur 2 jours, car la procédure s'était révélée pour une raison inconnue sur le moment et qu'il demeurera à jamais strictement impossible le jeudi après-midi. Le remplacement de ma propre carte avait pourtant normalement abouti. J'ai en conséquence discrètement réitéré la même démarche le lendemain, date à laquelle les aléas informatiques se montrèrent plus cléments
et me permirent d'accéder au succès. J'avais par ailleurs, dans le train qui revenait vers Paris, d'ores et déjà fait opposition sur mes comptes bancaires et commandé une nouvelle carte bleue. Mes pleurs incessants ne m'avaient pas empêché de régulariser cette affaire, banale en l'occurrence, mais que je vivais alors comme un drame irréparable. J'avais également égaré mes clés de maison, mais les jeunes, informés de ma mésaventure par SMS, avaient des doubles qu'ils m'ont discrètement donnés. J'ai certes perdu un peu d'argent liquide, mais une faible somme me semble-t-il. Aucune tragédie n'est donc survenue, mais je suis épuisée par la crainte de subir la colère de Roland. Je lui ai appris la perte de sa carte, il a supporté. Je crois qu'il perçoit mon vacillement intérieur. Je suis venue à bout des heures qui s'écoulèrent ensuite en cet interminable jeudi. J'ai rangé la cuisine que j'avais laissée en l'état après le déjeuner au profit des réjouissantes occupations relatives aux cartes Vitale et Navigo. Je sus, à 21h, heure à laquelle nous nous installons d'habitude devant la télévision, que je serais incapable de respecter notre rituel du soir. J'étais trop exténuée pour proposer obligeamment et comme si de rien n'était une sympathique soirée qui eût été par ailleurs superflue aux yeux de Roland, puisqu'en dehors des obligations matérielles. Je suis un peu fatiguée, lui ai-je gentiment expliqué. Je crois que je vais aller me coucher. Il n'en fut pas gêné. Je me contente d'assurer le minimum qui lui importe. Il est donc satisfait. Quant à moi, je ne sais si un jour viendra où un semblant de joie m'animera de nouveau. Simon avait appris ma tristesse en cette funeste journée. Il m'avait proposé par SMS de passer la soirée avec nous. Non, ce n'est pas la peine, lui avais-je répondu. Je serai effondrée et tu t'ennuieras. Viens donc un autre jour. Vendredi matin, je repartis pour un nouvel aller-retour à Tizy. Le diagnostic de la veille de M. Dalfort n'avait pas été bon. Maman devait revenir. Elle subirait une piqûre dans chaque œil. Je pris le train, puis la voiture de maman. Nous avions rendez-vous cette fois-ci dans une clinique où aurait lieu sa micro-intervention chirurgicale. Je la raccompagnai à Tizy. Elle me remercia avec chaleur. Je repartis en trottinette pour la gare de Tizy. Je pris le train. Je me concentrai et réussis à ne rien égarer. Je m'endormis pendant le trajet. Je ne sais comment je me réveillais au moment précis où le train entrait en gare de Lyon. Je suppose que l'esprit hostile qui m'accompagnait ces derniers jours s'est ému cette fois-ci en une bienveillante instance protectrice. Je bondis hors de mon siège, dévalai trottinette en main les quelques marches qui me précipitèrent du niveau supérieur du RER vers son étage inférieur. Je me retrouvai sur le quai, puis de retour à la maison. Roland était absent, il déjeunait avec son frère. Vers 17h, Simon nous adressa un message. « Je passe ce soir », écrivit-il sur notre groupe WhatsApp. La jeune famille se joignit aux réjouissances. Et je parviens enfin au moment lumineux que je souhaitais raconter, mais que je m'apprête, à mon grand regret, à ternir. Je n'ai pensé que ce matin à la part d'ombre qui obscurcit tout compte fait ce moment lumineux d'hier soir. Quand je me suis couchée, après la visite des jeunes, l'idée, importune et trouble faite, ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Delphine et les garçons ont été plus que charmants. Ils connaissaient ma récente mésaventure et savaient que Roland n'en était pas informé. Ils ont été gentils quand j'ai raconté en l'absence de Roland occupé dans la cuisine que j'avais voulu aller chez Simon. Mais il fallait venir chez nous, m'a dit Delphine. Ils quittaient la maison lorsque Marc et Simon sont précipitamment revenus sur leurs pas. On a oublié de dire au revoir à maman, ont-ils dit en blaguant avec affection, en insistant sur maman, comme font des garçonnets manifestant leur amour d'enfant. J'étais assise dans un coin de la grande salle, seule, mais non pas malheureuse, et réconfortée au contraire par la magnifique soirée. Ils sont venus m'embrasser, très solennellement,
l'affaire était d'importance. Ils témoignaient leur attachement avec un surprenant sérieux. On n'exprime pas aisément ces sentiments profonds dans la vie quotidienne. Quelle fut donc, dans ces conditions, l'ombre qui altéra ce matin le joli souvenir de la veille? Je pensais à Delphine et à Marc, qui n'ont pas brillé cet été par leur exceptionnelle délicatesse à mon égard. S'il faut que je sois malade, me suis-je dit, ou bien à l'agonie, ou bien morte, pour qu'ils soient gentils avec moi, est-ce donc franchement si réjouissant? J'ai probablement mauvais esprit et suis incapable de taire dans mon récit mes pensées déplaisantes et étroites. Mais quelle joie aussi de retenir les lueurs de bonheur, telles que l'arrivée de Simon, détendu, souriant, vêtu de son blouson de cuir. Il fut le premier dans la maison et m'a aidé à monter une poussette. Je l'avais achetée sur Amazon pour 50 €, un prix qui défiait toute concurrence. Lorsque nous gardons Betty à l'improviste, il m'est en effet plus facile de la promener dans l'appartement plutôt que de la porter. La petite devient lourde, et ainsi elle ne s'ennuie pas. Elle ne pleure pas, baladée à un bon rythme devant le spectacle de l'aquarium, dans l'espace de l'entrée, dans celui situé entre le canapé et la salle à manger. Delphine estime qu'il est parfois inutile de descendre l'équipement complet que je trouve personnellement pratique pour garder Betty. J'aurais eu beaucoup de mal sans l'aide de Simon à assembler les différentes pièces de la fameuse poussette. Je progressais cependant avant son arrivée, mais à grand-peine. La poussette n'était pas chère, mais son montage s'apparentait à la résolution d'une énigme sophistiquée. Delphine, Marc et Betty sont arrivés quelques minutes après Simon. J'avais été, nécessité oblige, une épouse, éteinte, sérieuse et matérielle pendant toute la journée, mais à l'entrée des jeunes dans l'appartement, j'ai senti un mince courant de légèreté s'épancher discrètement en moi. Tous se sont assis autour de la table d'apéritif et j'ai lancé sans attendre le jeu de circonstances d'une conversation futile et engageante. J'ai demandé des nouvelles du robot du jeune couple. Delphine et Marc ont acquis, à peine s'installaient-ils dans leur appartement du 3e étage, un ordinateur de ménage qui aspire, lave et s'auto-nettoie. Ils en sont enchantés, nous ont-ils dit. Va donc nettoyer la salle de bain, lui demande-t-il quand la litière des chats déborde à côté de la baignoire. Et la merveille s'exécute en silence. La soirée fut animée. Ma tristesse, qui n'avait pas baissé les armes, voltait furtive et circonspecte au-dessus de la table. Elle était probablement perceptible, et il est fort possible que chacun s'efforçait de la combattre, avec les moyens dont il disposait. On a parlé d'Israël et de Gaza, j'ai parlé de la biographie de la comtesse de Ségur, du personnage extravagant qu'était la grande Catherine de Russie, des relations entre son fils, Paul Ier, et le père de la comtesse, qui fut proche de ce tsar, quasiment fou, et fut probablement le seul, parmi son entourage, à éprouver une affection sincère pour lui. J'ai parlé des amants de la grande Catherine et de sa mort, malodorante et démonstrative. Je disais qu'il y avait là matière pour de passionnants films ou séries. Il était regrettable, ajoutai-je, qu'on ne connaisse pas l'histoire russe. Elle n'était pas exploitée à la télévision. C'est un peu normal, me répondait Simon, on est en France. Il n'avait pas vraiment tort. Marc et Simon ont évoqué en aparté l'une de leurs collègues, une écologiste convaincue, mais pas toujours très honnête intellectuellement. Delphine a longuement décrit ses performances d'enseignante en faculté, un sujet qu'elle développe fréquemment avec un visible plaisir. J'aime bien l'écouter. La vie suit son cours, rapide et ininterrompu. Betty, jolie fillette aux joues douces et rebondies, dont la beauté m'émerveille, s'était endormie dans sa poussette, de luxe cette fois-ci.
Les jeunes appréciaient tant leur soirée, ou bien peut-être désiraient-ils la prolonger pour me réconforter, qu'ils retardaient indéfiniment le moment du départ. Marc avait trouvé des questions sur le site de l'Étudiant et nous interrogeait sur l'histoire de France, l'économie et la politique. Le niveau de connaissance de notre groupe s'est révélé, à notre grande satisfaction, être largement au-dessus de celui de l'ensemble des participants à ce même jeu. Telle était l'anecdote que je souhaitais raconter, un simple dîner qui n'avait pas été prévu à l'origine. Simon n'aurait pas dû passer. Il s'était invité parce que j'étais triste. J'ajoute que j'avais savouré un petit apéritif qui a contribué, je le suppose, à la douceur de la soirée. Fin du récit de ce moment réconfortant. D'autres lignes vont suivre, d'une autre couleur, moins lumineuse. J'avais l'intention depuis quelques jours de les adresser à mon lecteur idéal. Entraîné ce matin par l'élan de mon écriture, l'occasion s'offre à moi de développer ces quelques réflexions, rien moins que réjouissantes. J'ai souffert en juin dernier de 2 troubles physiques, un panari tout d'abord, puis un lumbago, et je suis en septembre, au retour des vacances, restée complètement aphone pendant 10 jours. J'ai enfin pris le parti d'appeler SOS Médecin, qui a diagnostiqué une angine et prescrit des antibiotiques. Le médecin est passé depuis 15 jours maintenant, et ma voix est toujours aussi inaudible. Quand donc ce mutisme obligé se décidera-t-il à appartenir au passé ? Mon angine s'est maintenant muée en un rhume, caractérisé par des éternuements sans fin et une respiration difficile. 3 contrariétés physiques. Au doigt, au dos, puis à la gorge, se sont donc succédées depuis le mois de juin, en même temps que s'écoulaient nos semaines estivales, qui ne furent pas précisément aussi calmes que de paisibles étangs champêtres au sein du bocage normand. Gabrielle, ma psychologue personnelle, ne s'est évidemment pas privée de commenter le dernier trouble en date, à savoir la perte de ma voix. Après m'avoir dit qu'une douleur au doigt avait à voir avec le poids de l'injonction « je dois », qu'un lumbago avait partie liée avec l'expression familière « en avoir plein de dos », elle met maintenant en relation ma voix disparue avec mon silence de cet été. Je n'ai rien dit aux jeunes. J'ai récemment essayé d'expliquer mon sentiment à Roland. Ma tentative fut rapide et superficielle. Roland n'a pas envie de m'entendre. Et ma voix demeure toujours aussi faible.